Donc aujourd'hui, j'ai 2 jours de retard, mais vous m'en voulez pas quand même. Gabriel Attal, mesdames et messieurs. Donc là, c'était le main event en pleine Coupe du Monde. Tu tombes sur un débat, Gabriel Attal contre Manuel Bompard, t'es content frérot? Oh non, t'es content? Je sais pas si vous l'avez regardé. Moi, je l'ai pas regardé parce que je savais que j'allais le streamer. On va regarder ça. Oh non, pas ce débat, il est insupportable. Non, mais moi, il faut que je l'écoute, les mecs, il faut que je l'écoute. Parce que la stratégie de Gabriel Attal, elle est claire. Le mec, il veut se présenter comme un homme nouveau, le jeune candidat. Le mec, il est propre, le bon élève, il est calme, raisonnable, moderne, qui vient sauver la France du chaos. Mais frérot, c'est toi qui as installé le chaos, mon gars. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Son discours, il va le répéter systématiquement. Mélenchon, c'est le danger. LFI, c'est le chaos. LFI, c'est la division. LFI, ceci, cela, c'est l'effondrement économique. Eh frérot, Gabriel Attal, t'étais au gouvernement, mon gars. T'étais au gouvernement, frérot. T'étais ministre. T'étais même premier ministre. Tu crois qu'on va oublier ton bilan désastreux, imbécile? On va te faire breaker, mon gars. Le système semble avoir choisi Édouard Philippe. Mais moi, je le redis encore, hein, Édouard Philippe fera un meilleur pourcentage que Gabriel Attal. Gabriel Attal va se casser la gueule, mon gars. On écoute. Je précise pendant que vous installez. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue. Je reviens à cette tribune très dure que vous avez signée. Et là, vous allez pouvoir le lui dire dans les yeux. Mais je vous cite expressis verbis. Vous dites Jean-Luc Mélenchon est le nouveau Trump français. Culte de la personnalité, stratégie du chaos permanent, délégitimation constante des contre-pouvoirs, autant de ressorts qu'il emprunte à Donald Trump, et vous ajoutiez qu'un second tour RN-LFI, notre pays ne s'en relèverait pas. Pouvez-vous vous expliquer directement face à Manuel Bompard? Et je poserai la même question face à Sébastien Chenu. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité ce débat, puisque vous l'avez dit, les autres candidats qui ont fait cette émission avant moi, grosso modo, l'émission s'est arrêtée à ce moment-là. Une fois qu'ils avaient vu les grandes signatures de la chaîne, ils sont rentrés chez eux. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir un débat. D'abord, je pense que c'est sain. Et ensuite, évidemment, en cohérence avec cette tribune et le combat que je menais dans cette campagne. Moi, ce que je ne comprends pas, je le dis ici pour la France insoumise, c'est que globalement, quand on s'engage en politique, a priori, notre objectif à tous, ça doit être de chercher à rassembler les Français. De chercher globalement ce qui fait parfois le plus petit dénominateur commun, ou ce qui fait que vous pouvez vous adresser à une majorité de Français, les rassembler et porter un espoir pour eux. Et ce que je ne comprends pas, et ce à quoi je m'oppose, c'est à la ligne politique qui est la vôtre, qui cherche en permanence à séparer les Français les uns des autres, à les opposer les uns aux autres, et à fragiliser la plupart des symboles de la République. Quand on qualifie l'antisémitisme comme résiduel en France, quand on porte ce projet ou cette idée de nouvelle France qui est en réalité une forme de carburant pour les thèses de grand remplacement qui sont portées par l'extrême droite, quand on tient des propos hostiles sur toute une partie des Français, quand on dit que c'est OK de siffler la Marseillaise, qui est l'hymne national, on ne cherche pas à rassembler les Français, on cherche à les diviser, les opposer les uns aux autres. Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce que vous portez cette ligne politique. Non, vous cherchez pas à comprendre. Mais les gars, franchement, t'as Gabriel Attal qui nous explique que LFI qui arrive au pouvoir, ce sera le chaos. Mais mon gars, le chaos est déjà là, frérot. Le chaos, il est déjà là. C'est ton gouvernement, c'est le macronisme. C'est toi qui as déjà installé le chaos en France, s'il te plaît, genre. Les hôpitaux qui deviennent des patients thermiques, ils installent des clims en ce moment. Les écoles à 32 degrés pendant la canicule. Vous avez déjà installé le chaos, ma gueule. Foutage de gueule de ce type, quand même. Hein. Prendre Monsieur Attal, d'abord, je vous remercie d'avoir souhaité ce débat. Je pense qu'il est... Est-ce que Dofla siffler la Marseillaise, c'est OK ou pas? Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est OK. C'est OK. J'ai fait une longue vidéo pour parler de ce sujet-là. Je t'invite à aller regarder ma chaîne YouTube si t'as envie de savoir que c'est pas le scandale du siècle de siffler la Marseillaise. Voilà. Et il est utile. Et vous avez dit tout à l'heure dans l'émission avant que j'arrive que vous souhaitiez qu'en 2027 on puisse avoir une véritable campagne présidentielle. Et donc je vous suggère de ne pas reprendre à votre compte le vieux disque rayé des accusations en dehors du fond, du programme, des propositions, comme vous venez de le faire à l'instant, et de faire la compilation, si vous voulez, des petites attaques que vous pouvez retrouver, y compris sur d'autres chaînes d'information en continu. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Je vais vous dire une chose très simple, par exemple. Quand on parle de Nouvelle-France, et que vous me dites que, en quelque sorte, parler de Nouvelle-France aujourd'hui reviendrait à exclure une partie de la population française. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Voyez bien derrière. J'ai lu un de vos tracts, Monsieur Attal, dans lequel vous disiez, un de vos tracts de candidat à l'élection présidentielle, dans lequel vous disiez tout a changé en France depuis 1945. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Nos institutions, notre modèle. Donc, la Nouvelle-France,
c'est ça. C'est le fait que tout a changé en France depuis 1945. Maintenant, monsieur Attal, je ne crois pas du tout qu'on porte la même lecture sur les changements de la France. Mais ce que je dis, c'est que nos institutions, nos institutions ont changé. Non, nos institutions précisément n'ont pas changé. Les défis de la France et la démographie n'ont pas changé. Et je ne parle pas que des institutions politiques. On a un modèle social. On a un modèle social qui a été bâti globalement à une époque où la démographie explosait, la population active augmentait et on vivait moins vieux. Aujourd'hui, la démographie malheureusement baisse parce que la natalité diminue, il y a de moins en moins de gens qui travaillent et on vit de plus en plus vieux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça nécessite de changer notre modèle social. Mais pardon, vous déviez un peu le modèle social qui a changé. Non, ce qui doit changer, mais j'ai dit la même chose sur le modèle éducatif, sur le modèle régalien, sur le modèle climatique. Mais juste, vous esquivez le sujet. Non, je n'esquive pas le sujet. Alors sur la Marseillaise, est-ce que c'est OK? Messieurs, sur le danger, parce que vous allez très loin, Gabriel Attal. Vous parlez d'un danger, c'est autre chose. L'alternance, la discussion politique. Vous ne dites pas que la France Insoumise ou le RN sont des partis comme les autres. Vous dites qu'ils sont plus dangereux que d'autres. Là-dessus, j'aimerais que vous expliquiez... mais vraiment, le danger, les gars, c'est grave d'entendre ça. Le chaos, il est déjà présent, les mecs. Le chaos, c'est pas une promesse de la France Insoumise en 2027, en 2028, etc. Le chaos, il est là, il est sous nos yeux, les mecs. Le péril de la France, il est sous nos yeux. Et Gabriel Attal était un acteur de ce chaos. Il est mouillé jusqu'au cou, le chat. On peut se mettre d'accord là-dessus. Il peut mettre n'importe quelle cravate, n'importe quel costard, parler doucement, faire des phrases propres, etc. Ça ne changera rien, c'est son bilan. C'est son bilan. Et moi, je vais vous le dire, le chat, parce que moi, je vous ai déjà dit, il y a un débat entre, je déteste plus qui, entre Attal et Bardella. Moi, j'ai déjà dit que je déteste vraiment beaucoup plus Gabriel Attal que Bardella. Voilà, on peut en débattre pendant 50 ans, il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'ai dit que ce mec-là, il y a vraiment un truc qui fait que je le déteste de fou. Parce que je sais ce qu'il va faire. Je sais exactement ce qu'il va faire, Gabriel Attal. Toute la campagne présidentielle, il va essayer d'effacer son bilan. Il va essayer de nous endormir. Et endormir les vieux, endormir la jeunesse en mode « j'ai rien fait, j'ai pas été Premier ministre ». On n'est pas stupide, frérot. Vous étiez sur la scène de crime, exactement, monsieur Redco. T'étais sur la scène de crime, mon gars. Et moi, je sais ce qu'il va faire. Il va vouloir vous mettre dans un genjutsu, dans une illusion. Au moins, Bardella, tu sais à quoi t'attendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci pour le sub, monsieur Nelson. Merci, mon gars. Pas d'accord sur le fait de siffler la Marseillaise. T'as vu ça dans les autres pays, ils respectent. Non, mais les mecs, j'ai fait une longue vidéo sur pourquoi c'est pas le scandale du siècle de siffler la Marseillaise. J'ai fait une vidéo sur YouTube, vraiment. N'hésitez pas à aller la consulter. Voilà, j'ai vraiment bien argumenté sur ça. J'ai pas envie de me répéter parce que ça va durer trop longtemps sinon. Mais quand vous avez des déclarations de responsables politiques qui disent si un tel est élu, parce que je suis pas d'accord avec lui, il aura peut-être la légitimité des institutions, mais il n'aura pas la légitimité populaire. C'est-à-dire vous remettez en cause la légitimité de son élection. Mais absolument pas. Encore une fois, on appelle. Le seul qui n'a pas respecté le résultat des élections pour l'instant entre vous et moi, c'est vous. Hein. Ah, mais moi, j'ai quitté 2024. J'ai quitté Matignon. J'ai présenté ma démission. Président du groupe macroniste. Vous pouvez dire, Manuel Bompard, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Le soir des élections, j'ai présenté ma démission de Premier ministre. Ah bah oui, parce que j'ai dit qu'on avait perdu. Parce que j'ai dit qu'on avait perdu les élections. Non, j'ai pas soutenu tout. Mais vous voyez, je vois que ce que je dis vous dérange. Mais non, c'est pas siffler la Marseillaise. Laissez-le répondre. Dire que l'antisémitisme est résiduel en France. Laissez répondre Manuel Bompard. Reprise des choses qui sont fausses, mais vous savez, c'est faux, c'est une déclaration. Non, mais pas ensemble, s'il vous plaît, messieurs, pas ensemble. Laissez-le répondre, vous répondrez. Monsieur Attal, franchement, sincèrement, vous avez dit tout à l'heure, je souhaite qu'on ait un débat en 2027 qui soit un débat digne. Alors moi, je vais vous dire, je suis venu ici pour vous dire que les événements qu'on a connus la semaine dernière, cette canicule qu'on a connue, ces événements climatiques extrêmes, sont des événements d'une très grande importance. Et tout à l'heure, en début de cette émission, je vous ai entendu dire, on a un système qui est un système à bout de souffle, vous avez dit. Le problème, c'est que ce système à bout de souffle, monsieur Attal, c'est le vôtre. Parce que depuis 10 ans que vous êtes au pouvoir, depuis 10 ans que vous êtes aux responsabilités, sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et sur la question des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, vous n'avez pas fait le nécessaire. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous présenter, si vous voulez, comme un homme neuf dans cette campagne présidentielle. Le problème, c'est que vous portez votre bilan sur ce sujet. Et si, la semaine dernière, au moment où on a été confronté à cette canicule... La France, la canicule a montré une chose, les amis, c'est que la France n'est pas prête et ne sera peut-être pas prête s'il y a un Attal pas prête pour les prochaines années, si Attal, il est président de la France, les amis. La France n'était pas prête dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les logements, dans les transports, les travailleurs exposés, là, les mecs qui sont sur les toits, etc. Ben, on l'a bien remarqué, les mecs, qu'on n'était pas prêts. Il y avait 1000 morts la semaine dernière et la canicule, elle arrive encore ce week-end et sur la partie sud de la France. Eh oui. Parce que en plus, ils avaient fait un reportage la semaine dernière sur Quotidien.
pendant des années, le macronisme a préféré faire de la communication autour du réchauffement climatique plutôt que d'avoir des vraies adaptations. Ils avaient accueilli, je crois, un architecte. L'architecte, il expliquait que nos logements, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts pour l'hiver, on n'est pas prêts pour l'été. Faut tout refaire. Le macronisme, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et ils ont pratiquement rien fait, les mecs. Ils ont pratiquement rien fait, ma gueule. Donc oui, il faut pas oublier que tout ça, c'est aussi le bilan de Gabriel Attal. C'est tout. C'est tout, mon gars. Et moi, je vous redis le chat, hein, je ne suis pas contre la clim. Voilà, je le dis de manière claire, je ne suis pas contre la clim. Vous ne me verrez pas être contre la clim. Si vous voulez acheter une clim, achetez votre clim si vous le souhaitez. Voilà. Il a fait en moyenne 32 degrés pour nos écoliers dans les écoles. Si 60% des hôpitaux sont des passoires thermiques, si les gens vivent encore dans des bouilloires thermiques, c'est parce que votre politique, les choix politiques que vous avez faits, nous ont conduit à cette situation. Alors vous pouvez aller chercher telle déclaration, mais est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Parce que celui-là, il est central. Et pourquoi on pourrait vous faire confiance pour faire demain ce que vous n'avez pas fait sur les 10 dernières années? Tout à l'heure, vous disiez que vous-même, vous étiez très fier d'avoir fait des coupes budgétaires quand vous étiez Premier ministre de ce pays. Alors j'ai retrouvé le décret que vous avez pris à l'époque sur les annulations de crédit. Vous voyez, il est là, il est signé par vous, monsieur Attal. Et dans ce décret, qu'est-ce qu'on observe? Décret dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui nous regardent, effectivement, en disant que j'étais le premier ministre à avoir coupé 10 milliards d'euros de dépenses en cours d'année pour réduire notre déficit et notre dette. Voilà. Et dans ce décret, que tous mes ministres m'en ont voulu. Et dans ce décret, qu'est-ce que vous avez coupé? Plus de 2 milliards d'euros sur l'écologie. Mais vous savez, tout le monde a pris. Vous avez coupé tous les ministères ont 500 000 euros au fonds vert qui vise à accompagner les collectivités locales pour les travaux de rénovation, par exemple, énergétique des écoles. Je peux répondre parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de parler. Écoute. Tous les ministères ont fait des économies à proportion de leur budget. C'était le seul moyen d'ailleurs que ce soit acceptable pour tous les ministères. Vous avez vu où ça nous a conduit? Et non mais d'abord, vous parlez du fonds vert. Qui a créé le fonds vert? Le fonds vert, vous l'avez créé, mais vous l'avez tout de suite. C'est moi qui l'ai créé, j'étais ministre du budget. Non, vous étiez ministre des comptes publics. Mais... Bah oui, c'est moi qui ai porté cette création du fonds vert dans le budget pour 2023. Et donc ensuite, vous l'avez divisé par 4. Pardon, à l'époque, vous avez soutenu la création du fonds vert? Ah non, mais moi j'ai considéré non, vous avez pas soutenu. Début que vos budgets, dire que là, ce que vous faites, c'est absolument inconséquent du point de vue. Encore qui n'a pas soutenu le fonds vert. Regarde comment il s'est cassé la gueule. Regardez comment il s'est cassé la gueule, le fonds vert, divisé par 4, le budget et tout. Encore heureux que Bompard, il l'a pas soutenu. T'es con, quoi? Thématique. Et vu ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est très politicien, c'est-à-dire que là, vous venez dire le fonds vert, c'est génial, faut le défendre. Il y a une baisse à un moment donné du fonds vert. Mais en fait, vous êtes opposé au fonds vert, vous êtes opposé au fonds vert, et c'est moi qui ai créé le fonds vert à l'époque, et vous n'avez absolument pas défendu. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire. Je vois tout ce que vous proposez. Mais comment il parle, comment il parle, Gabriel Attal? J'ai l'impression qu'il est responsable de rien. Ah, ça va être difficile, mon gars, de défendre ton bilan. J'espère que personne va te lâcher, Gabriel Attal. Je vois les positions qui sont les vôtres, les votes qui sont les vôtres. Moi, je pense que la question environnementale, pour vous, c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen d'arriver à la société décroissante et anticapitaliste qui est votre vrai projet. Parce que sinon, vous auriez une cohérence sur le sujet. Je suis absolument cohérent, mais on va y revenir. Allez-y. Vous, en fait, pour vous, la baisse des émissions de CO2, l'écologie, ça doit se faire par moins d'activité économique, moins de croissance, moins d'industrie, moins d'entreprises. Absolument pas. Ça, c'est votre politique. Pourquoi est-ce qu'en 2021, quand le Parlement européen a voté la loi climatique européenne, qui dit en fait qu'il faut qu'on arrive à moins 55% de nos émissions de CO2 en 2035 et qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050. Pourquoi vous avez voté contre? Je vais vous dire pourquoi quand on a discuté... Je fais plusieurs choses, comme ça vous répondrez sur plusieurs éléments. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques mois, quand on a discuté de la question des ZFE, des zones à faible émission, je vais vous répondre. Qui est un sujet qui a été débattu, effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer de voiture et il faut les accompagner. Mais on a donné la main aux maires. À la fin, on donnait la main aux maires. On disait aux maires qu'ils pouvaient prendre la décision et adapter les choses avec leur population. Vous avez voté contre. Les écologistes, qui sont censés être vos partenaires, vous pouvez pas leur reprocher de ne pas être pour l'écologie. Ils ont voté pour cette mesure. Ils ont voté pour cette mesure avec nous. Donc pourquoi est-ce que vous avez pris ces positions-là alors que vous dites défendre l'écologie et l'environnement? Parce que la France a signé quelque chose qui s'appelle les accords de Paris. Et l'objectif dans les accords de Paris, c'est de limiter la hausse de température, si possible à 1,5 degré, voire à 2 degrés. Que tous les scientifiques qui travaillent sur ce sujet vous disent que si vous voulez limiter la hausse de la température à 1,5 degré, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de 65%. Et vous me demandez pourquoi on n'a pas voté une position européenne qui fixait un objectif de 50%. Comment vous les faites les 65% quand vous êtes contre le nucléaire, quand vous êtes contre le nucléaire qui est l'énergie décarbonée? On va y venir. Attendez, vous inquiétez pas, on va avoir le temps, mais vous m'avez posé deux questions. Vous voulez bien que je vous réponde aux deux. Donc la première, c'était sur l'Europe. Pourquoi? Parce que les objectifs sont absolument pas à la hauteur. C'est mieux de pas avoir d'objectifs. Non, et nous on a déposé précisément des amendements pour mettre les objectifs à 65%. Mais à la fin, si la loi n'avait pas été votée, il n'y aurait même pas eu d'objectif. Mais elle a été votée, non? Oui. C'est vous. Je veux dire, si votre position avait été suivie, vous voulez que je vous réponde à la il n'y aurait même pas eu d'objectif de baisse des émissions de CO2. Mais
Mais vous vous êtes satisfait, là j'ai vu en plus dans vos documents de campagne, vous vous satisfaisez de ce qu'a été la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement. Je vois que depuis 2017, les émissions de CO2 ont baissé de 20%. Mais je vois qu'en 2023... 2024, combien nous amène la trajectoire actuelle? Attendez, en 2023, 2024, 5 degrés de réchauffement. En 2023, 2024, elles ont baissé de plus de 5% pour 2023, 3% je crois en 2024. C'est pas le sujet. Pourquoi? Bah si, c'est le sujet. Le sujet, c'est quelle est la trajectoire. Pardon, mais à est-ce que cette trajectoire nous permet de rester dans un cadre qui est humainement vivable? À l'époque du gouvernement, aujourd'hui, c'est pas le cas. À l'époque du gouvernement de M. Jospin, dont était membre M. Mélenchon, qui parlait jamais de climat à l'époque, je crois pas que les émissions de CO2. Avant la signature des accords de Paris. Mais je crois pas que les émissions de CO2 aient baissé. Non, là, franchement, le président Chirac avait déjà dit la maison brûle et on regarde ailleurs, je pense. Monsieur Attal. Vous n'avez pas d'exemple de gouvernement avant celui, je m'arrête à 2024 puisque je ne suis plus au pouvoir depuis 2024. Vous n'avez pas d'exemple de gouvernement en France qui ont fait mieux, y compris d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande, quand les Verts étaient au gouvernement. Est-ce qu'ils ont fait mieux sur la baisse des émissions de CO2? Un exemple et on va avancer. Un exemple s'il vous plaît. Allons à votre exemple et on va avancer. Non mais juste pour vous dire, monsieur Attal, vous... Ah ouais, la baissé l'émission de CO2 car il y a plus d'entreprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défense d'entreprises, les amis. Il y a eu beaucoup de défense d'entreprises. Je ne sais pas, en tirant le fil, je ne sais pas si ça a un lien entre les baisses de CO2, enfin d'émissions de gaz à effet de serre, pardon, et les défenses d'entreprises. On peut se poser la question, hein. On peut se poser la question, vraiment. Vous félicitez d'une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de votre gouvernement qui, si elle devait continuer sur la même voie, nous amènerait à une hausse de température entre 2,5 et 3 degrés. Entre 2,5 et 3 degrés, monsieur Attal, ça veut dire des événements climatiques extrêmes multipliés par 2. Moi, je contiens les accords de Paris. 50% de sécheresse en plus. Bah oui, le problème, monsieur Attal, c'est que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez pas mis en place la baisse a été de 20%. Et attendez, il n'y a pas d'exemple laissez-moi de gouvernement en France qui ont fait mieux. Vous ne pouvez pas trop la parole parce que sinon les gens vont pas comprendre. La question qui nous est posée, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ces choix? Parce qu'à des moments politiques, quand vous deviez décider, faire des choix politiques importants, l'écologie, vous l'avez toujours sacrifiée. Vous avez renoncé à 60 milliards d'euros par an de recettes publiques pour l'État. C'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Ces baisses de recettes pour l'État, elles ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Ça, c'est votre politique économique. C'est 60 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'était pour les riches? La baisse de l'impôt la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax. C'était combien l'impôt de solidarité sur la fortune? Mais c'était 5 milliards. Mais monsieur Attal... Je prends même un peu moins, c'est très loin des 60 milliards que vous évoquez. La plus grosse baisse d'impôts ces dernières années, c'est la taxe d'habitation. Vous proposez de recréer la taxe d'habitation? Non, je vous propose pas ça. Je vous dis que les 60 milliards d'euros de manque à gagner pour les recettes de l'État, ils ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% des plus pauvres. C'est votre choix économique. Et ces 60 milliards d'euros-là, si on avait gardé ces 60 milliards d'euros-là, monsieur Attal, on aurait pu investir dans la rénovation de 600 à 700 000 logements par an. Et donc là, ça fait 10 ans que vous êtes 5 millions de personnes qui vivraient plus dans des bouilloires thermiques ou dans des logements qui sont des logements isolés. On aurait pu isoler l'ensemble de nos écoles. L'ensemble de nos écoles, on aurait pu les isoler pour que nos gamins puissent étudier dans des bonnes conditions. Qui a créé la prime rénov? Mais attends, on va flexer ça aussi. Qui a créé la prime rénov? Il a dit. L'ensemble de nos hôpitaux. On aurait pu isoler l'ensemble de nos EHPAD. Allez, réponse de Gabriel Attal et on va avancer s'il vous plaît. Je réponds. L'absence de réussite de votre politique économique. D'abord, il y a quand même Manuel Bompard qui t'explique que le gouvernement français a fait un maximum d'économies et c'est à cause de ces économies que les écoles surchauffent parce que t'as raboté les moyens pour les adapter. Ils ont fait aussi des économies sur les hôpitaux et du coup, les hôpitaux, c'est des passoires, c'est des passoires thermiques aussi. Enfin, excusez-moi, les amis, mais Gabriel Attal, il pas défendre ce bilan, en fait. On le constate quand même que la France n'est pas prête à une crise climatique de grande ampleur, style canicule. Ça se voit quand même qu'on n'est pas prêt, genre. Ils ont tout cassé et on sait pas où est l'économie. Je te jure, frérot, je capte pas, là. Je capte pas. On a baissé certains impôts. Notamment l'impôt sur les sociétés, je le disais tout à l'heure, qui est passé de 33% à 25%. Oh là là. Résultat des courses, on a collecté plus d'impôts sur les sociétés avec un taux à 25 qu'avec un taux à 33, en milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez plus d'activité économique parce que vous baissez les impôts, vous avez une assiette à taxer qui est plus importante, donc avec un taux plus faible, vous avez plus de recettes. Deuxième exemple, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. France Stratégie, vous pouvez pas remettre en cause la légitimité des personnes qui travaillent à France Stratégie. L'a montré. Mais on cause rien, mais allez-y. Non, mais a montré, la flat tax, c'est autofinancé. C'est-à-dire qu'on a plus de recettes fiscales sur les dividendes qu'on en avait avant qu'il y ait la flat tax, quand on taxait plus les dividendes. Il y a eu un manque à gagner, il y a eu plus de dividendes, monsieur Attal. Mais pourquoi il y a plus de dividendes? Parce que vous avez eu une politique... Ah non, pas du tout, parce que vous avez eu une politique qui a favorisé les ultra-riches et les grandes entreprises. Parce qu'on les taxait moins que Manuel Bompard. Ce que vous dites à longueur de plateau, plutôt que d'investir, ils ont distribué des dividendes. Manuel Bompard, je vous interromps, pardon, je vous interromps l'un et l'autre. Je vous interromps l'un et l'autre parce qu'on va progresser, mais c'est dans le fil exactement de ce que vous dites, c'est-à-dire la modification de votre argument. Il n'y a pas les compteurs sur les durées de parole.
votre argument. Malheureusement, mais juste je veux aller au bout parce que vous parlez d'un sujet qui est pour moi majeur. Et là, je pense qu'on peut se retrouver au moins sur l'objectif. Vous allez dire qu'on est nul, qu'on n'a rien fait, que c'est une catastrophe. On peut se retrouver sur l'objectif. C'est nos enfants dans les écoles. Moi, l'éducation, je l'ai mis en premier dans mes chantiers capitaux. C'est le plus important. Si on n'arrive pas à élever le niveau à l'école, à rétablir l'autorité à l'école, à faire que les élèves et les professeurs se sentent bien à l'école, on ne réussira pas dans les années à venir. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai lancé un plan. Il n'y en avait pas eu auparavant. Et du Rénov'. 2 milliards d'euros qu'on a mobilisés, État, Caisse des dépôts, etc., tiers financeurs, pour rénover. L'objectif que j'avais porté à l'époque, c'était de rénover 40 000 écoles en 10 ans. C'est vrai. J'ai pu... Combien on en a rénové, monsieur Attal ? Entre 5 000 et 7 000. C'est pas vrai. Si. L'Association des maires de France dit 2 000. 5 000 et 7 000. 5 000 et 7 000 projets qui ont été engagés. Je dis l'Association des maires de France. Donc... Il y a entre 5 000 et 7 000. Ouais, mais alors, pardon, il s'est passé un truc entre les deux. Je suis désolé. Il y a eu la dissolution. Je ne sais pas si c'est resté... Vous reconnaissez qu'on en a eu que 2 000. En tout cas, ce que je reconnais, c'est qu'on n'est pas au chiffre que j'aurais aimé. Mais on en a plus que 2 000. En tout cas, sur les projets. Sur les projets qui ont été restés 40 000 en 10 ans. Regarde, de là, j'aimerais bien t'attaquer sur l'histoire des dividendes une fois. Tu veux que je dise quoi sur les dividendes ? C'est quoi la question de manière simple ? Les retombées, les dividendes qui tombent dans les poches des multimillionnaires, des grands investisseurs, et pas dans les poches des employés. C'est ce que tu veux. Tu veux ça ? Tu veux ma tech sur ça ? Moi, si je pouvais encore plus taxer les dividendes, je dirais pas non. Moi, vraiment, je dirais pas non. Car en vrai, normalement, filer des dividendes, c'est vraiment pas bon pour une boîte. Je sais pas. Après, moi, j'ai pas fait de grandes études sur l'entrepreneuriat, les entreprises, l'économie, comment fonctionnent les entreprises. J'y connais pas grand-chose. Hein. J'ai manqué de data sur ça, mon gars. Sur les projets qui ont été engagés, c'est ce que vous dites, mais il y a une solution. Je pense que c'est pas resté une priorité. On va avancer, s'il vous plaît. Mais enfin, s'il y en a un qui a pris le sujet en avance. Si on veut tenir un peu l'horaire qu'on s'est fixé. Mais vraiment, parce que je veux pas laisser dire des contre-vérités. Le premier déplacement que j'ai fait comme ministre de l'Éducation, c'était à l'école Jacques Chirac de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Justement sur la question de l'isolation des écoles face à la chaleur l'été et face au froid l'hiver. C'est que vous vous renvoyez tous la balle, parce que j'ai écouté Madame Borne, qui était première ministre avant vous, hier, qui a dit « Le problème, c'est que quand j'ai quitté le gouvernement, la question de la transition écologique, elle était plus portée avec autant d'énergie. » Même Madame Borne, elle dit que vous avez été nul. Mais moi, je pourrais au moins l'écouter. Je vous donne des faits. Non, Gabriel Attal. Je vous ai montré à quel point... Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Gouvernez-vous, parce que j'aimerais vous entendre sur... Et je reviens toujours à vos tribunes, qui est un événement, parce que, qu'on soit d'accord ou non, beaucoup ne sont pas d'accord, mais beaucoup sont d'accord aussi. L'aspect économique, est-ce que oui ou non pour vous, si, et on posera la même question pour le RN, si la France insoumise venait au pouvoir, est-ce que ce serait le scénario apocalyptique que vous semblez croire pour la France sur les marchés, la France au sein de l'Europe, et ça nous amènera évidemment à parler de la différence profonde de la société et de la fiscalité telle que vous la concevez. Gabriel Attal. Je pense que je ne vois pas, je ne vais pas leur faire ce procès, je ne vois pas la France insoumise, si elle arrivait au pouvoir, renoncer à son programme. Non, elle ne renoncera pas. Je vous fais crédit, je pense, d'une forme de sincérité, de cohérence dans l'opposition. Mais parce que vous ne renoncerez pas à ce programme, effectivement, je pense qu'on sera en quasi-effondrement de notre économie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous proposez, c'est d'exploser la dépense publique. Ce que vous avez fait ? D'exploser la dépense publique. Ce que vous avez fait ? Ce que vous nous reprochez plutôt, c'est de dire qu'il y a moins de recettes. Oui, mais vous avez explosé le déficit et explosé la dette. Vous ne reprochez pas d'avoir... Vous dites qu'on ne dépense pas assez, donc ne dites pas là, vous avez explosé la dépense. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas assez dépensé. Je vous dis que vous avez renoncé à des recettes et donc on a explosé le déficit. C'est pas pareil que la dépense publique. Les recettes, c'est différent. C'est pas pareil. Je vais aller au bout. Donc, proposer une explosion de la finance. Mais tout à l'heure, quand il a parlé d'explosion des dettes, Monsieur Bompard, il avait raison. Les mecs ont supprimé les impôts des plus riches, ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ont mis la flat tax, ils ont fait des cadeaux énormes aux grandes entreprises. Je me rappelle, il y avait un reportage de France 2 sur le crédit d'impôt compétitivité emploi, sous Hollande plus Macron. Enfin, excusez-moi les amis, vous dites que Monsieur Bompard, Monsieur Attal dit que LFI serait irresponsable économiquement. Mais vous avez fait quoi, vous, en fait ? Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Après, il va nous dire quoi ? Il va nous dire qu'il n'y a plus d'argent ? Bah, évidemment, frérot, qu'il n'y a plus d'argent. Si tu refuses de récupérer l'argent là où il est, oui, bah, c'est normal de dire derrière qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont détourné tout leur pognon pour leurs potes, en fait. Eh, frère, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'entends, putain ? Il y a une éclosion de la dépense publique. Si on vous écoute, pour tout problème, il faut une dépense et il faut une taxe pour la financer. Absolument. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de vos problèmes, vous proposez des très très grosses dépenses et il faudra des très très grosses taxes en face. Non. Et comme vous allez proposer de surtaxer tout le monde, en fait, on a une activité économique qui, pour le coup, est quand même repartie depuis 2017.
On est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers pendant 5 ans. Depuis 2024, malheureusement, ça s'est cassé la figure avec la dissolution. Mais entre 2017 et 2024, le taux de chômage a baissé. Il y a eu plus d'ouverture d'usines que de fermeture d'usines. Alors ça reste peu. Je veux dire, par rapport à des décennies de désindustrialisation, ça a quand même changé les choses. Là, vous allez nous faire le chemin inverse. Et donc, il n'y aura plus personne à taxer, en fait, dans votre monde. C'est comme si tous les gens, toute l'activité économique restait la même. Votre rêve, hein. Comment vous financez votre retraite à 60 ans? Mais je vais y venir si vous voulez. Comment vous financez? Réponse de Manuel Bompard. Répondre vite fait sur la Déjà, on ne peut pas financer aujourd'hui le système de retraite. C'est pas Manuel Bompard. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite, attendez. Selon le Conseil d'orientation des retraites, notre système de retraite devrait être déficitaire ces dernières années. Il a été excédentaire. Je confirme qu'il est. Non, il a été excédentaire. Monsieur Attal, vous vérifierez vos chiffres. Pourquoi? Pardon, laissez-moi terminer. Pourquoi dans ces scénarios? Vous m'avez posé une question importante. Parce que c'est normal, vous me demandez comment on finance. Je vais vous dire, il y a 25 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales qui sont censées venir financer notre système. Pipi contre caca, Toi, tu vas respecter, toi. Hein. Toi, t'es peut-être abonné depuis 2020, mais tu vas respecter, mon gars. T'es fou, quoi. Tu dis Manuel Bompard, c'est pipi. T'es fou, quoi. Tu qu'on t'attrape, monsieur Losguir de retraite et que vous n'avez pas compensé. Avec ces 25 milliards d'euros là, vous êtes en mesure de financer la retraite à 60 ans. Maintenant, monsieur Attal. Qui a fait les premières exonérations de charges? Monsieur Attal, juste prenez pas à 10 000 sujets, parce que sinon les gens. C'est vous qui mettez ce sujet. Les gens vont rien comprendre. C'est vous qui m'avez posé une question sur la retraite à 60 ans. Laissez répondre de répondre à vos questions. Deuxièmement, vous me dites, si vous arrivez au pouvoir, la situation économique et budgétaire va être chaotique. Mais elle est chaotique aujourd'hui. Et elle est chaotique en raison de vos choix politiques. Et non seulement vos choix politiques, ils ont été une catastrophe d'un point de vue du déficit et d'un point de vue budgétaire, mais en plus, ils ont créé cette situation. Parce que les dépenses ont augmenté, notamment les dépenses sociales qu'on ne maîtrise pas totalement. Ils ont créé cette situation. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit, hein, il va essayer de nous endormir. Il va endormir toutes les personnes qui s'intéressent à la politique pour aller chercher le candidat pour qui voter. Il va faire en sorte de nous oublier son bilan. C'est ça le problème de Gabriel Attal. En fait, c'est toute une entreprise de lavage de cerveau, les gars. Il l'opère depuis le mois de juin, juillet. Ça va être comme ça jusqu'au mois d'avril 2027. Ça va être un cauchemar, les mecs. Hein. Parce que d'ailleurs, qui a explosé la dette? Qui a explosé le déficit? Qui a gouverné? Il a participé au gouvernement. Qui a choisi de baisser les recettes? C'était pas la France Insoumise, c'est la Macronie. Vous captez? Il va essayer de nous endormir, vous verrez, les gars. C'est pire que Macron. C'est un... j'espère qu'il fera 2%. En vrai, de vrai, j'espère qu'il fera 2%. Dans laquelle on a retrouvé en France des chiffres de pauvreté qu'on n'avait pas connus depuis les années 70. On n'a pas été en mesure de nous préparer au changement climatique. Vous-même, vous l'avez reconnu au début de cette émission. On a eu une baisse de 4% de la production industrielle depuis 2019 en France. On a des filières entières qui sont aujourd'hui fragilisées. On parle de 2019 et pas 2017. On a eu les chiffres que j'ai. Il y a plus d'usines qui ont ouvert que d'usines qui ont fermé pendant plusieurs années. Pourquoi vous ne parlez pas du chômage? Après, il y a une baisse. Mais pareil, le chômage, si vous voulez, le chômage en 2017, il était au niveau de la zone euro. Aujourd'hui, on est 20% supérieur au chômage dans la zone euro. Le chômage a baissé de façon inédite en France. Je veux dire, vous pouvez au moins reconnaître. Et en plus, maintenant, on considère les. Et maintenant, on compte les bénéficiaires du RSA dans les chiffres. Vous êtes d'une mauvaise foi. Vous avez créé de l'apprentissage qui a artificiellement fait baiser les chiffres du chômage. Ça n'a pas créé le fait d'avoir des emplois supplémentaires. Vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes en apprentissage. Écoutez, pas forcément au chômage. Essayons, parce que sinon les gens vont rien comprendre. Essayons de se projeter dans quelle France vous voulez amener le pays et dans quelle France, pour ma part, avec Jean-Luc Mélenchon et avec notre programme, on veut amener le pays. Moi, je pense, par exemple, que quand vous dites, en gros, vous serez des adversaires de l'économie, ou votre écologie, je vous ai entendu dire ça ce week-end, n'est pas compatible avec l'économie, je vous confirme que notre écologie n'est pas compatible avec votre économie. C'est-à-dire une économie libérale, une économie de marché, qui précisément nous a amenés dans cette situation où les besoins sociaux, où les besoins sociaux et les besoins écologiques sont toujours passés au second plan. Moi, avec la proposition qu'on met sur la table aujourd'hui, des centaines de milliers de rénovations thermiques des logements, la montée en puissance des énergies renouvelables, le développement... Non, il n'y en a pas. Les rénovations globales, il n'y en a pas eu des centaines de milliers. Il y a moins que des rénovations monogestes, mais il y en a. Si vous faites ça, la montée en puissance des énergies renouvelables, l'économie de la mer, donc non seulement ça va être bon pour la planète, ça va être bon pour les gens parce que ça crée des emplois qui sont des emplois stables, mais je vais même vous dire ça va être bon pour notre économie. Le problème, c'est que vous avez fait tout l'inverse. Toute notre économie est dans le chaos. Donc toute notre économie va reposer sur la rénovation des logements, l'économie de la mer. Monsieur Attal, vous le dites. Il nous reste un peu de temps. Gabriel Attal et Manuel Bompard. Messieurs, le reste qu'on nationalise. Sur la taxation. Manuel Bompard et Gabriel Attal. Attendez, je vais répondre à sa question. Est-ce que j'ai proposé de nationaliser l'ensemble des secteurs de l'économie? Je vais vous résumer ma proposition. Il faut une vraie planification écologique. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. Et dans cette planification, alors il y a des entreprises qui vont concourir aux objectifs du plan. Et elles seront accompagnées. Et celles qui ne concourent pas aux objectifs du plan, elles ne seront pas accompagnées. C'est-à-dire qu'on conditionne les aides publiques qu'on verse aux entreprises à des impératifs sociaux
Bompard, si je peux m'exprimer, on va faire une planification écologique sur la base d'objectifs que vous avez évoqués. Je crois que c'était moins 65% d'émissions de CO2 en 2030. En 2030, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, dans 3 ans, moins 60%. Non, mais moins 65% par rapport à 90. Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc, objectivement, avec un rythme qui va être important, c'est vrai. Oui, d'accord. On n'a pas le choix. En arrêtant le nucléaire, globalement. Mais alors ça, c'est pareil. Oui, si, vous dites, vous êtes... Comment ça, on n'a pas le choix? Mais Bompard, attention à ce que tu dis, hein. Parce que comme ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est l'Union Européenne qui te dit qu'il faut baisser les gaz d'ici 2030. On n'a pas le choix. On est soumis à ce point, l'Union Européenne. On est vraiment soumis à ce point, les amis. On n'a pas le choix. On doit accélérer pour respecter la réglementation, les demandes de la Commission Européenne et tout. Ah, doucement, frérot. Ah, doucement quand même. Doucement. Et pour la planète Dofla. Bon, les gars, excusez-moi. À côté, t'as la Chine, les États-Unis, l'Inde. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être la pute de l'Union Européenne, quand même, les amis. Hein. Doucement. Hein. Et pour la planète Dofla. Mais les mecs, moi, je vais vous dire la vérité, les gars. On est un petit pays, les amis, par rapport aux grands États-Unis, Chine, Inde, etc. On est petit par rapport à ça, les amis. C'est petit. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que le faire en 3 ans, parce que l'Union Européenne l'a demandé, ceci, cela. Je suis en mode, les gars, vous allez faire quoi si on ne respecte pas vos directives, l'Union Européenne? Vous allez faire quoi, von der Leyen? Vous allez faire quoi? Doucement, quand même. Bon, on va le faire à notre rythme. C'est pas l'Union Européenne qui va nous imposer c'est le chronomètre, genre. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Vous êtes pour sortir du nucléaire? Est-ce que je vous ai dit que demain, parce qu'on arrive au pouvoir, on ferme les réacteurs nucléaires? Non, vous dites on veut engager la fermeture des réacteurs. On planifie. Messieurs, mais comment vous voulez réduire nos émissions de CO2? Sur le budget, pardon, on va pas parler de tout. Ça, il parle de planification écologique. J'espère que c'est pas une planification écologique aux ordres de l'Union Européenne quand même. Hein. C'est la planification de Mélenchon et pas la planification de l'Union Européenne. On reste sur le budget. La source d'énergie mégawattheures de nucléaire plus en France, s'il vous plaît. D'ici à au mieux 2038 selon les projets. Pardon. L'idée c'est quand même qu'on n'en ait pas en moins. Non, mais que vous proposez. La plupart des pays de l'Union Européenne n'y arrivent pas non plus, bien sûr. Et non, s'il vous plaît, Manuel Bompard, vous renoncez à mais pas du tout. Manuel Bompard, vous m'entendez? 2022, Manuel Bompard, 100% d'énergie renouvelable à 2050. Messieurs, ah oui, mais c'est important. Je sais, mais on ne peut pas ouvrir tous les sujets. Vous ne pouvez pas ouvrir le nucléaire. Moi, j'aimerais encore vous entendre. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, sur la taxation des plus hauts revenus et des plus grandes fortunes en France, parce que c'est sans doute un sujet qui vous oppose le plus. Ce que vous en espérez et ce que vous en craignez l'un et l'autre. Manuel Bompard. Tout à l'heure, M. Attal disait vous allez taxer tout le monde, c'est pas du tout notre proposition. Mais quand vous savez aujourd'hui en France que vous avez 13 000 millionnaires qui ne paient pas d'impôt sur le revenu, M. Attal. Donc vous dites quoi? Vous dites c'est pas normal cette situation, tout le monde doit payer. Ah ouais, t'as tout whippin le dé. Comment ça, j'ai tout whippin? Sur la planification écologique? Je pense pas, hein, genre... Les amis, si vous êtes pro-européen, c'est votre dos. Hein. Moi, j'ai un problème avec l'Europe. Ça fait des années, ceux qui me connaissent sur mes streams. Moi, j'ai toujours eu un problème avec la Commission européenne, l'Union européenne, son fonctionnement, le fait d'écraser de tout son poids la France. Moi, j'ai un problème avec ça. On va pas ouvrir le débat sur ça, mais quand Manuel Bompard parle de faut accélérer, nanani, je sais pas quoi. Faut accélérer au nom de qui, en fait? La planification écologique, ça prend du temps, les mecs. Hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Merci Tito pour le sub. Et contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc les propositions qui sont les nôtres, c'est d'avoir notamment un impôt sur le revenu qui soit lissé, avec plus de tranches pour qu'il soit véritablement progressif, c'est-à-dire une situation dans laquelle... à partir de combien? Je vais vous dire, 92% des Françaises et des Français paieront moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, et les 8% vont payer davantage. Et puis ensuite, il y a des mesures de contournement de l'impôt qui sont mises en place aujourd'hui, avec des gens par exemple qui, plutôt que de toucher les revenus, parce qu'ils sont imposés ces revenus-là, préfèrent les placer dans des holdings, et donc c'est le sens d'une mesure comme la taxe Zuckman qui vise précisément à empêcher ce type de manœuvre. Avec tout ça, vous allez pouvoir récupérer des dizaines de milliards d'euros par an, qui sont aujourd'hui du manque à gagner pour les recettes de l'État, et vous allez pouvoir les investir dans la transition écologique et dans la résorption des inégalités sociales. Réponse de Gabriel Attal sur ce modèle. Éric Brunel a dit tout à l'heure, ici d'ailleurs sur ce plateau, je ne considère pas que ce soit un responsable politique. Allez-y, mais c'est pas parce qu'il a dit que c'est vrai. De mon parti. Il a dit tout le monde paye plus d'impôts en France que chez la plupart de nos voisins et dans la moyenne de l'OCDE. Toutes les catégories de contribuables. Vous parlez de la taxe Zuckman qui nous a occupés pendant des semaines au moment du budget à l'automne dernier. Vous avez entendu le témoignage d'Arthur Mensch, qui a créé Mistral, qui dit lui-même qu'avec la taxe Zuckman que vous proposez, il ne pourrait même pas la payer. Parce que vous prenez en compte la valeur de l'entreprise qu'il a créée, et évidemment pas son patrimoine personnel. Et vous avez vu que M. Zuckman lui a répondu en disant qu'en fait le sujet c'est que évidemment. Vous savez ce qu'il a dit, M. Zuckman? Il a dit ils ont qu'à emprunter.
Ils ont Non, qu'à non, il a pas s'endetter dit ça. pour payer la taxe que je propose, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour la Il a payer, pas parce dit qu'on ça. tient compte de la valeur de leur entreprise. Il a pas dit ça. Moi, je fais la différence. Je fais la différence entre. Vous trouvez un exemple pour essayer d'invalider, de justifier le fait que vous avez 13 000 millionnaires en France qui payent pas d'impôt sur le revenu. C'est pas un petit exemple. Ça devrait quand même vous Vous concerner. probablement l'impôt sur la fortune immobilière, d'autres impôts et ça d'autres vous pose pas de fiscalités. problème. Et d'autres fiscalités. Je pense que, encore une fois, comparez plutôt Et on avec voit à la la moyenne de conclusion l'OCDE, de les autres l'autre pays, là-dessus. les autres pays de l'Union européenne. Et vous prenez un exemple de manière un peu méprisante. Non, c'est vous qui avez pris Pardon, l'exemple. quel exemple? On parle quand même de la seule entreprise dans l'intelligence artificielle aujourd'hui en Europe capable éventuellement de rivaliser avec les Et États-Unis il y a et la déjà Chine. eu de multiples Vous avez réponses envie qu'elle sur s'en ce aille. sujet. Non, Vous avez envie pas du qu'elle. tout. En l'occurrence, il n'aurait pas d'autre choix. Sur ce sujet, sur le fait que la Banque publique d'investissement pouvait prendre des participations, qu'il y avait plein de manières de régler le problème. On va dont vous êtes en train de déposséder. parler. Vous aurez le dernier mot. Je vous laisse le dernier mot. Putain, c'était quoi la sortie de Gabriel, enfin c'était quoi la sortie d'Edouard Philippe sur l'IA? Attends, il faut que je retrouve la vidéo. Emmanuel En Bompard. attendant, permet de payer des vous impôts. réglez pas le problème, c'est que face à l'ampleur. On dit, des- vous avez créé une entreprise, elle Écoutez, fonctionne. monsieur Attal, Laissons on va vous Emmanuel prendre des Bompard parts. conclure. face à l'ampleur des bifurcations qui sont nécessaires aujourd'hui, face à l'impasse, au Jure, chaos au dans lequel niveau vous seul. nous avez mis avec les 10 ans de politique macroniste, ces bifurcations-là, elles vont nécessiter des investissements publics qui sont des investissements publics massifs. on est d'accord. Et donc, Vous faut des concluez. La différence financements. entre vous Et et- donc, faut des financements. La différence Et donc, entre des vous et gens moi, c'est que qui vous ne en ont regardez- largement profité de votre politique, qui ne contribuent pas à la hauteur de ce qui devrait j'ai envie de dire, à l'intérêt général, dire oui, il faut faire en sorte que ces gens-là contribuent davantage. Vous voyez. Merci c'est pas- Emmanuel la différence Bompard. entre vous et On moi, arrive à la conclusion. C'est votre c'est programme, vraiment quand même. dangereux. La différence, On arrive vraiment. la différence S'il vous plaît, entre Gabriel vous Attal, et moi, non, on est d'accord c'est sur les Emmanuel Bompard qui investissements. commençait, C'est que Gabriel Attal. vous ne regardez que les Vous êtes recettes. Gabriel Attal. Vous envisagez pas qu'on peut S'il vous plaît, dépenser c'est les moins. règles. Et par C'est les ailleurs, règles, vous n'êtes Gabriel pas Attal. avec 13 000 personnes. Gabriel Vous Attal. allez régler tous les Gabriel Attal, investissements. s'il vous plaît, non, on arrive vraiment à la conclusion. Il faut bien une conclusion à un moment. Et il faut une conclusion. Je salue. On discutera et on débattra Et on plus en continuera profondeur. On continuera la prochaine fois. Je salue au passage vos soutiens. Vous avez tous les deux sur des réseaux. Moi, je suis très impressionné. Comme on est consensuel et œcuménique ici, je salue tous vos soutiens et les vôtres. Il y a même un débat sur les réseaux sur les photos plus ou moins flatteuses qu'on a diffusées pour annoncer le débat. Voilà. La mienne n'était pas très Mais sympathique. non, vous étiez tous les deux très bien et vous êtes tous les deux très bien et on continue. Merci beaucoup. Ça montre qu'il y a un besoin de débat. Non mais les mecs, franchement, Gabriel Attal, hein, c'est un cauchemar les mecs. Hein. Je veux un débat entre Clémence Guettet et Marion Maréchal. Bizarre quand même. Mais tout ça pour dire les amis que franchement la conclusion qu'on peut faire de cet échange, c'est que Gabriel Attal veut que l'élection présidentielle se résume à attention à Mélenchon. Attention Mélenchon, c'est le grand méchant. Et moi, mon objectif les amis, hein, moi mon objectif en stream, et je vais le faire jusqu'en avril 2027, on doit ramener le débat à une simple question. Mais monsieur Gabriel Attal, c'était quoi votre bilan en fait? C'est quoi votre bilan? Parce que moi j'ai écouté les 27 minutes de la vidéo. Moi je remarque que dans son bilan, la France n'est pas prête pour une canicule. Les écoles, c'est une catastrophe. L'hôpital, c'est la même chose. Les logements sont toujours mal isolés. Les services publics sont abîmés, parce que même dans les services publics, ça installe des clims, etc. Parce que tous les services publics n'ont pas forcément la clim aussi. La pauvreté qui explose, le mec qui branle le chômage, il branle encore la réduction de gaz à effet de serre ou je sais pas quoi par rapport au quinquennat de François Hollande. Franchement, mec, faut pas oublier que t'en as fait des cadeaux fiscaux aux plus riches aussi, hein. Faut pas oublier, mon gars, que t'as explosé la dette de la France, hein. Le déficit s'est creusé aussi, hein. Faut pas l'oublier, ça, quand même, hein. Donc moi, je vais continuer à le dire qu'en avril 2027. Ouais. Il est vraiment bon, Gabriel Attal, en débat, quand même, réussir à défendre son bilan face à Bompard, ça relève du miracle. Ah non, il était mauvais, là, en fait. Mauvais. En fait, il sera tout le temps mauvais. Il sera tout le temps mauvais parce qu'il n'arrivera jamais à défendre son bilan. C'est pas possible. Le bilan de Macron est une catastrophe, genre. Une catastrophe. Jusqu'à ça nous a menacé, hein, pour vous dire, hein. Ça nous a menacé de mise sous tutelle de la part du Fonds monétaire international ou je sais pas quoi, tellement que les finances de la France est parti en couille totale, genre. Sont partis en couille totale, pardon, c'est au pluriel. C'est juste de la mauvaise foi. Bah, c'est de la mauvaise foi d'un politicien, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Au pire, il se défend pas, au pire, il se dédouane. Exactement, Claire. Au pire, il se dédouane, mais bon. Il assume rien. Mais bien sûr qu'il assume rien, mon gars, bien sûr.